Salut Sophie, Salut Florian. et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de nos informations sur les oiseaux que nous avons trouvés. Et aujourd'hui, on a de bonnes choses à vous dire. Comment ça va Sophie? Bah écoute, ça va très très bien, ça va très bien. Petite conférence s'est bien passée vendredi, donc je suis très contente. Puis en forme pour venir vous parler de tas de trucs intéressants sur les oiseaux. Et toi? Eh ben écoute, moi aussi je suis en forme. D'ailleurs honoré quelque chose qu'on s'était dit dans un précédent épisode du Oh, Courrier de la Sterne, puisque je t'avais parlé de lectures que je faisais. oui. Eh bien, je vais vous parler d'une de mes lectures, justement. Voilà. Ah, super. Mais toi, tu vas nous parler d'un truc absolument extraordinaire. Attends, des oiseaux qui portent de... Attends, quoi? Des oiseaux qui portent de l'eau? Euh, Quoi? comme des Pardon. gourdes, effectivement. Qu'est-ce que quoi? Alors, je sais pas si vous connaissez les gangas. Alors les gangas, c'est pas des gangs, tout va bien. Ouais, C'est ouais, des ouais, ouais, oiseaux. ça me dit un truc. Et alors les gangas, c'est des oiseaux qui ressemblent un petit peu à des sortes de perdrix. Ça vit sur le continent africain et ça vit notamment sur les déserts. Alors ces oiseaux-là, ils ont quelques adaptations pour supporter la chaleur. Vous vous rendez bien compte que quand on vit dans un tel environnement, il y a besoin de quelques adaptations pour survivre. C'est normal. Et notamment, ils ont une adaptation très intéressante au niveau de leur ventre. Leurs plumes sont constituées de telle manière qu'ils sont capables de se mettre dans l'eau et de transporter de l'eau dans leurs plumes, comme ça. Ah oui, ok. Et ça va leur permettre, bon, de se refroidir un petit peu aussi, c'est pas mal pour la thermorégulation, mais c'est aussi et surtout pendant la reproduction. Le mâle va utiliser cette particularité physique pour pouvoir ensuite abreuver ses petits. Petits qui ne sont pas juste à côté des points d'eau, évidemment, parce que c'est là où il y a tous les prédateurs. Donc, les gangas nichent un peu éloignés des points d'eau, et donc ils doivent quand même abreuver leurs petits, parce que il fait chaud dans les déserts, il faut faut quand Mhm. même boire un peu, et donc le mâle utilise ses plumes pour aller, et puis la femelle un petit peu aussi, mais ils utilisent ses plumes du ventre pour aller abreuver leurs petits. C'est quand même assez incroyable. Ah, incroyable. Et alors ces plumes-là, elles sont un peu spéciales. C'est ce que c'est, je ne sais pas si vous voyez un peu la plume d'un oiseau, mais en gros, la plume, il y a quoi? Il y a un rachis central, et puis sur le côté, vous avez ce qu'on appelle les barbes, qui sont un peu des petits filaments qui sont connectés entre eux par des barbules. Et ces petites barbules, c'est une sorte de crochets. Vous Ça voyez. fait comme des peignes qui s'insèrent finalement dans des peignes. Et c'est ça qui Exactement. permet notamment Exact. l'écoulement du flux d'air. C'est ça. Et alors eux, ils ont des plumes un petit peu particulières à ce niveau-là, parce que leurs barbules, donc les tout petits crochets qui permettent de la cohésion en quelque sorte de la plume, pour éviter que ça se dépasse et que ça fasse du duvet, eh bien les barbules, elles sont faites de telle manière que de l'eau peut être capturée par les barbes de la plume, stockée entre les Mhm. barbes et les barbules, et les crochets agissent comme de petits réservoirs, comme des sortes de soupapes qui permettent de garder l'eau prisonnière des plumes. C'est incroyable. Et du coup, euh, cette eau peut être tout à fait relâchée pour les petits lorsque ils viennent boire et qu'ils viennent un peu téter les plumes en quelque sorte. Incroyable. Et alors, c'est pas tout, parce que dernièrement, il y a une équipe, alors je crois que c'était de Harvard, qui a décidé de s'inspirer de ces plumes-là pour faire des bouteilles d'eau, des gourdes, enfin bref, tout ce genre de choses, en Mhm. s'inspirant de cette rétention d'eau, de ce matériel assez impressionnant que sont les plumes de ces gangas, pour faire des tas de nouveaux types de containers. Donc ils sont en train de s'amuser à faire des nouveaux designs pour tous ces trucs-là. Et ils disent que ça Fantastique. pourrait aussi servir, alors non seulement à faire des gourdes pour les coureurs, pour ce genre de choses, parce que c'est quand même un moyen de conserver de l'eau très facilement, sans pour autant que l'eau ne bouge dans un récipient. Donc c'est pratique quand vous courez, vous n'avez pas l'eau qui gigote dans la gourde tout le temps, quand même, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, ça permettrait aussi d'avoir des applications pour la médecine, parce que vous imaginez que ça va être plus pratique de contenir de l'eau dans un truc comme ça, ou n'importe quel produit d'ailleurs, et puis après pouvoir le relâcher à loisir, sans problème. C'est quand même... pour la médecine, je pense que ça peut être une grosse avancée.
Alors concrètement, comment ça marche en fait? C'est du biomimétisme, enfin ils essaient de faire du biomimétisme, non? Ou vraiment Exactement. ils essayent de faire quelque chose d'un peu différent? Non, 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 ils font du biomimétisme et ils vont imprimer ça en 3D, avec des petites imprimantes 3D, des minuscules imprimantes 3D évidemment, pour ce niveau de détail. Mais voilà, ils sont très occupés à faire ça, visiblement. Alors, je pense qu'on en saura plus d'ici peu, j'espère. Mais ça a l'air d'être bien parti. Et donc ce serait inséré dans la bouteille, c'est ça? Et l'objet qui est inséré dans la bouteille permet d'éviter que l'eau se balade dedans? Enfin, j'ai pas très bien compris Alors, je sais pas comment ils voulaient exactement. faire leur. Je sais pas, ils ont juste dit qu'ils voulaient faire des gourdes grâce à ça. Ce qui les intéresse aussi, c'est faire des sortes de filets pour récupérer la rosée, l'eau de pluie, ce genre de choses. Avec cette Mhm. technologie, notamment quand on est au milieu du désert, hein, typiquement, ou quand on est dans des régions arides, pour pouvoir récupérer de l'eau plus facilement et pour pouvoir la stocker sans qu'elle s'évapore. Donc ça Hmm. peut être intéressant pour ce genre d'expédition au milieu de nulle part. Donc Ouais, voilà, effectivement. proposer ce genre de truc. Mais alors après, pour les bouteilles, je sais pas exactement comment ça marcherait. Certainement, oui, une structure interne, j'en sais rien en fait. Une sorte de pack peut-être, Ok. un peu pas en dur du coup. J'en sais rien. À 10 euros la bouteille, de l'eau qui bouge pas. Ça, j'en sais rien pour l'instant. Bah, c'est sûr qu'il faudra certainement attendre un peu pour que ça se démocratise si jamais ça fonctionne. Bon, en tout cas, voilà. Je trouvais l'idée très intéressante et puis bon, Ah, incroyable. voir quand même que Incroyable. ces oiseaux sont capables de faire des trucs terribles avec leurs plumes, moi je trouve ça génial. D'ailleurs, une question qui me vient parce que le ganga du coup est un oiseau comme tu l'as dit du désert. Est-ce que il y a justement des plumages qui s'adaptent à des fortes températures comme on peut avoir dans les déserts? Parce qu'autant on a des oiseaux qui s'adaptent très bien au froid, Mhm. autant des plumes qui s'adaptent à la chaleur. Est-ce que ça existe? Bah, en fait, ton duvet, qu'il Mhm. soit au froid ou au chaud, c'est toujours un truc qui va te permettre de garder un certain microclimat autour du corps. Donc Ok, donc c'est une sorte de régulation de la température, que ce soit pour les climats chauds ou les climats froids. Ça marche dans les deux sens, hein. Donc ok, finalement, le duvet, ça marche très bien comme ça. C'est une adaptation aussi pour le chaud, pareil. ok. Et Voilà. donc, nouveau, après le martin pêcheur, le ganga, du coup, pour le biomimétisme. Exactement. Le pic aussi, même si on s'est rendu compte que, ah, en fait, Ah, en fait, non. ça servait à rien ce qu'on faisait. c'est c'est un peu ça. Il y a vraiment une étude l'année dernière qui arrive en mode, eh les gars, vous savez ce que vous faites là, les casques à base de pic et tout? Bah, ça Ouais. sert à rien. Non. C'est vraiment. Ah, mon Dieu. C'est assez incroyable. Et ben Mhm. voilà, le ganga du coup qui transporte l'eau. Ça transporte loin d'ailleurs. Alors, d'après ce qu'il disait, que je retrouve exactement ça, euh, c'est pas très proche. Alors, il, le, le principe, c'est que le nid n'est pas juste à côté du point d'eau, parce que, bon, je sais pas si vous savez, mais dans le désert, il Hmm. y a quelques points d'eau de temps en temps, il n'y en a pas énormément. Du coup, tous les animaux se retrouvent au point d'eau. Alors, ceux qui ont besoin de boire, que ce soit les herbivores ou n'importe quoi, mais aussi les carnivores. Et donc c'est un peu un problème quand vous nichez et que vous avez des petits poussins qui sont finalement très vulnérables. On n'a pas envie de les mettre juste à côté du point d'eau. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette technique de je récupère l'eau et après je vais voir mes œufs, mais qui sont bien plus loin. Hmm. Enfin mes jeunes en l'occurrence. Ok. Donc que je te retrouve ça. En plus ils nichent au sol évidemment, hein, parce que c'est des trucs type perdrix, donc imaginez que les petits sont quand même sacrément, sacrément vulnérables. Euh... Non, je sais pas exactement à combien c'est. Oh, bah, c'est pas grave, hein. C'est un Ce peu sera plus long. peut-être des choses que. Non, mais c'est peut-être un truc qui a jamais été mesuré, hein. C'est possible, hein. Ouais, je sais que c'est pas juste à côté du point d'eau, en tout cas. Ça, c'est ce que je sais. Hmm. Puis, Ok. mais c'est quand même intéressant parce il y avait des chiffres. Voilà. Donc les plumes, ces plumes-là, je sais pas si vous voyez une éponge. J'imagine que tout le monde voit le principe d'une éponge synthétique. Euh, En gros, une éponge synthétique, par gramme d'éponge sèche, vous pouvez emmagasiner à peu près 5 millilitres d'eau. En gros. Ok. Alors, ces plumes de ganga, par gramme de plumes sèches, vous pouvez aller entre 15 et 20 millilitres d'eau. Donc c'est quadruple, C'est c'est entre, impressionnant. c'est le triple ou le quadruple d'une éponge.
c'est quand même pas mal. Pourquoi ils en font pas des éponges du coup au lieu d'en faire des bouteilles d'eau? Ah bah, je pense que c'est pas loin. Ils vont certainement aller s'amuser à faire des matériaux un peu sympathiques à partir de ça, hein. J'imagine. Ah bah, J'imagine. on aura peut-être l'occasion de suivre ça dans de prochains épisodes. Qui sait. Ah oui, faudra suivre ça avec intérêt. Donc voilà, c'était mon petit piou-piou africain qui a quand même des adaptations vachement sympas. Ah, incroyable. Ouais. Moi justement, je vais parler aussi d'oiseaux qui ont des adaptations sympas. Enfin, pas des adaptations, mais qui ont des comportements sympatoches. J'ai entre mes mains le livre Bowerbirds, Nature, Art and History. C'est réalisé par Clifford et Dawn Frith. C'est un livre qui est en anglais, c'est un livre qui parle des jardiniers. Alors je suis désolé, mais il n'est plus édité. Donc si vous souhaitez vous le procurer, ce sera malheureusement plus possible. C'est un livre qui date de 2008 et c'est un livre qui est en gros une bible sur tout ce qui est jardinier. Alors les jardiniers, vous les connaissez peut-être si vous êtes un peu intéressé par les oiseaux. Ce sont ces oiseaux que l'on trouve en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, toujours un peu les mêmes régions où on trouve ce genre d'oiseaux, qui ont la capacité de créer de véritables berceaux, de prendre des branches, d'aménager des espèces de jardins avec des couleurs de temps en temps, en apportant des objets de différentes couleurs, des objets bleus, des objets rouges, etc. Ils ordonnent tout ça et c'est donc la catégorie des jardiniers, la famille des jardiniers qui contient 20 espèces. Et j'ai appris plusieurs choses dans ce livre. C'est que déjà, faut savoir qu'il y a 3 espèces qui ne construisent rien. Voilà, qui ne construisent pas de berceau. D'accord. Ce sont les, peut-être que tu les connais, les oiseaux-chats. On les appelle les moqueurs-chats. Ah oui. Qui sont donc des oiseaux qu'on trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée principalement et qui ont une autre particularité, c'est qu'ils sont monogames. Et c'est intéressant parce que tous les autres jardiniers qui construisent des berceaux sont polygames, ce qui signifie les mâles peuvent s'accoupler avec plusieurs femelles et inversement, les femelles peuvent s'accoupler avec plusieurs mâles. Mais dans le cas du jardinier, ce sera surtout plusieurs mâles qui peuvent s'accoupler, un mâle qui peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Je vais arriver à mettre les choses dans le bon sens. Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de construire les berceaux. Donc il y a le fameux berceau que l'on voit en espèce en fait de V bien typique du jardinier avec ses petites branches d'un côté et de l'autre, une espèce de rangée typique, une espèce de rue, une espèce d'avenue comme les appellent les Anglais. Je trouve que c'est un très joli mot pour décrire ça. Une avenue effectivement. Alors je sais pas si c'est un équivalent en français, mais en tout cas beaucoup de termes ornithos n'ont pas d'équivalent en français et je pense que les termes sur le jardinier n'ont pas d'équivalent en français. En tout cas ils appellent ça une avenue et nous on appelle ça un berceau parce que ça forme effectivement un espèce de la forme d'un berceau telle qu'on peut la concevoir. Et donc ce berceau, de part et d'autre, il y a des branches, il y a des objets que les mâles, puisque ce sont les mâles qui s'occupent de construire ces berceaux, ramènent. Dans le cas du jardinier satiné, par exemple, ce sont des objets de couleur bleue, parce que la femelle et le mâle aiment bien la couleur bleue. Donc ça peut être des fleurs, ça peut être parfois des objets apportés par les humains, donc des bouteilles, des bouchons de bouteilles, des bouchons de stylo, des papiers de couleur bleue, etc., etc. Donc ça c'est un des premiers types de berceaux. Il y a le deuxième type de berceau que les Anglais appellent Maypole, alors j'avais trouvé, je crois que dans un documentaire, il parlait d'un terme qui vient de m'échapper en tête, mais je voulais vous le retrouver, c'est pas grave. En gros, tonnelle.
Voilà, il parlait de tonnelles. Ah, d'accord. Donc en gros les jardiniers construisaient en fait des espèces de petites maisons, un peu comme des tipis finalement, avec une entrée principale où ils disposaient justement des petits comment dire, des petits objets de couleur, toujours bien arrangés au niveau de la couleur. Ah, les jardiniers ils font ça bien, les mâles ils ont besoin justement que ce soit bien fait, sinon les femelles les choisissent pas, donc ils ont pas le choix. Euh, Et de la sélection, là. Il y a donc de la sélection. c'est exactement ça. Et donc, il faut savoir que ces berceaux prennent de quelques heures pour certains Mhm. à plusieurs semaines pour être construits. Et Oh, certains berceaux peuvent atteindre plus de 10 000 branches pour oh, être construits, wow. sans compter les différents objets que l'on a autour, puisqu'on peut avoir jusqu'à environ 1 millier d'objets qui sont apportés Oh, par les oiseaux. C'est le cas du jardinier brun qui compense le fait qu'il ne soit pas un très très bel oiseau, puisque c'est un oiseau avec un plumage assez terne, ouais. par justement un apport de différentes couleurs assez tonnelles, de rouge, d'orange et d'autres couleurs, de gris également. Ok. À savoir également que les berceaux sont construits de telle sorte, et ça c'est une étude scientifique qui remonte à quelques années, je sais plus quand, de manière à constituer, on le suppose, on n'en est pas sûr, mais on le suppose, des illusions d'optique. Des illusions Pour que la d'optique. femelle, oui, pour que la femelle en fait ait l'impression que le berceau soit plus grand qu'il n'y paraît. Donc comment ça marche? Et ben le mâle met les petites branches bien en avant et met les plus grandes derrière. Comme ça, on a l'impression que le berceau est plus grand qu'à l'accoutumée. C'est trop Et fort. donc voilà, on suppose que c'est peut-être une illusion d'optique qui est tentée par l'oiseau, mais ça reste compliqué comment dire, à valider. Mhm. Ces berceaux, ces tonnelles, elles peuvent tenir plus de 20 ans, Ouf. mine de rien. Parce que tout simplement, elles survivent à leurs propriétaires. Donc elles sont traditionnellement construites sur plusieurs années. Elles sont aménagées d'une première chose, puis ensuite on rapporte de nouveaux matériaux, donc on essaye de fabriquer des trucs. Donc Ok. ce sont des choses qui évoluent continuellement, mais qui sont basées généralement au même endroit. Mhm. Et elles sont donc reconstruites au même endroit chaque année. Et pour les jeunes, enfin pour les nouveaux, donc pour les immatures, on va construire un aménagement un petit peu ailleurs. Un aménagement qui peut être adjacent à l'un des berceaux existants, ou alors beaucoup plus loin, selon l'oiseau. Ah, d'accord. L'âge moyen d'un berceau, c'est à peu près une dizaine d'années, sachant qu'on connaît pas, je crois qu'on connaît pas l'espérance de vie de ces oiseaux pour l'instant. Je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'il n'y a pas eu d'étude qui a été réalisée là-dessus, donc on ne sait pas combien de temps vivent ces oiseaux. On suppose que c'est entre une vingtaine et une trentaine d'années. Ils n'ont pas spécialement de prédateurs, à vrai dire, malgré leur couleur et autres. Quelques prédateurs qui peuvent traîner par-ci par-là, mais généralement, ce sont quand même des oiseaux ce sont généralement des oiseaux qui sont prédatés à la naissance, donc dans les nids Ah oui. ou quand ils vont commencer leur envol. Mais il y a quand même un chiffre très intéressant chez une espèce, justement chez le moqueur-chat, Mhm. parce que justement on a cette polygamie et donc les parents participent cette monogamie pardon, et donc les parents participent à l'élevage des jeunes. 90% des jeunes à l'envol, ce qui est Wow. monstrueux. Ce qui est monstrueux. Je crois que c'est tout simplement 2 fois plus que les autres, comment dire, Ah que oui. les autres jardiniers. Ce qui est normal, hein, parce que les autres jardiniers, Bah, il y a du... il y a que la Ouais. femelle qui s'occupe justement du nid, donc elle est à la fois au four et au moulin, et donc ça peut être compliqué. Ouais. Ouais. Même si, même si la femelle choisit parfois des endroits où il y a comment dire, des plantes, pas des plantes urticantes des arbustes épineux ou ce genre de choses là pour créer leur nid. Oui. Ni d'ailleurs que les mâles évidemment, c'est la compétition. Alors du coup, on se dit oh là là, les oiseaux s'attaquent entre eux, ils se volent donc du coup des objets. Ouais. Donc ils peuvent se voler des plumes, ils peuvent se voler des branches, ils peuvent se voler un peu n'importe quoi. D'après ce que j'ai lu, apparemment il n'y aurait pas de destruction du jardin, juste des objets qu'on récupère de temps en temps
pour son propre aménagement. Enfin, pas toujours, parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a des oiseaux qui récupèrent des objets pour rien, tout simplement parce que c'est pas les bonnes couleurs Ah zut. qui sont utilisées à leur berceau. Donc on suppose que c'est soit pour peut-être apporter de la diversité, ce qui est possible, soit pour embêter le voisin, ce qui est possible aussi. Mais il n'y a pas d'utilité à ce que l'oiseau justement récupère par exemple un objet de couleur rouge alors qu'il collectionne que les objets de couleur bleue. Voilà. Donc ça c'est assez formidable. Il y a des immatures qui passent évidemment à ces berceaux. Oui. Et puis pour terminer, petite histoire un petit peu de la découverte de ces berceaux. Donc on est à peu près aux alentours de la mi-19e siècle. On est en 1836 pour être précis, avec George Gray qui a participé à l'exposition, pas à l'exposition, pardon, au voyage du HMS Beagle, en compagnie notamment de notre cher Charles Darwin. Et donc George Gray pense que ce sont des nids de kangourous rats. Donc il en informe John Goo, qui est un imminent naturaliste slash explorateur, parce qu'il a été dans de nombreux pays, il a fait beaucoup de choses, de sa découverte. Et finalement ils découvriront, John Goo dira que c'est un berceau d'un oiseau qui s'appelle le jardinier à nuque rose. Donc ça c'est le premier berceau qui a été découvert. Donc la formation de John Goo elle découlera un petit peu plus tard, parce que c'est en 1846 que lui-même va donner le terme de Bower, B-O-W-E-R, que l'on va transféré en français en berceau. Donc c'est lui qui va définir le terme, un terme qu'il va définir notamment vis-à-vis du jardinier satiné, donc vraiment l'oiseau avec le berceau typique en forme de V, avec l'accumulation des branches et des objets. Et il y a aussi donc John Lord Stokes. Alors c'était lui le passager du HMS Beagle, c'était pas George Gray, c'était lui. John Lord Stokes, qui lui pensait que c'était en fait une structure humaine, et que c'était une maman qui avait créé une structure pour ses enfants. D'accord. Et donc c'est petite anecdote aussi qui peut être remontée, mais c'est en 1846 que tout cela va se faire, sachant qu'à la fin du 19e, 18 des 20 espèces de jardiniers sont décrites. Il manquera le jardinier d'Argbold et le jardinier de Baker, qui était surnommé le jardinier d'Alberg, beaucoup plus tôt dans l'histoire. Et donc voilà, petite histoire des berceaux des jardiniers, un petit peu aussi de leur construction, et de quelques anecdotes que personnellement j'ignorais, que j'ai appris dans ce petit ouvrage. C'est incroyable comme truc, ces berceaux, franchement. C'est génial. C'est exceptionnel, hein. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à dire, parce que le livre date de 2008 et il disait oui, on a des informations sur 5-7 espèces à chaque fois. Donc il y a à mon avis encore beaucoup de choses à voir, et peut-être des choses qui ont été découvertes, qui sont présentes dans la littérature maintenant ou autre. Mais donc voilà, c'est les jardiniers. Vous voulez à un moment donné vous les présenter, parce que ça fait partie de ces oiseaux un peu fantastiques, oui. avec leur création. Donc les voilà, les fameux jardiniers de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie. Et tant mieux, merci beaucoup. De rien, merci à eux, hein, c'est grâce à eux que je peux parler d'eux. C'est quand même la dernière petite anecdote, on pensait que c'était une femme qui avait fait ces structures pour ses enfants, c'est quand même... il pensait que c'était une femme, je trouve ça trop mignon. Je sais pas. Mais oui, mais c'est fantastique, c'est fantastique de voir ça. Alors après, je sais pas qu'est-ce qui en a été découlé sur l'histoire, mais peut-être que John Goo a aussi repris cette histoire, et a poussé pour dire non, en fait c'est bien des nids d'oiseaux qui ont été réalisés. Grosse histoire d'ailleurs sur les découvertes vis-à-vis des différentes espèces
notamment avec des indigènes, etc., qui étaient payés justement pour surveiller les oiseaux, par exemple. Donc je sais plus quel explorateur, mais il y en a un qui disait ok, si tu me ramènes un oiseau, si tu me ramènes un oiseau, je te paie tant. Et la personne est arrivée à un moment donné avec 19 oiseaux. et, et- et il a fait, mais t'as trouvé ces oiseaux où? Et il a fait, bah écoute, donne-moi de l'argent et je te dirai où je les ai trouvés. Tu m'étonnes. Bon sang. Euh, Trop chou. Bon, bah c'était un chouette épisode entre construction et comment puis-je dire, porteur d'eau, Ouais, c'est ça. porteuse d'eau, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, on espère que cet épisode vous a plu. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On rappelle qu'on retrouve évidemment Sophie sur Entracte Science, sur la chaîne YouTube bien évidemment. Pour le courrier de la Sterne, vous nous retrouvez bien sûr sur Twitter, parce que sous Twitter, vous allez avoir du mal à nous retrouver. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur PodCDLS si vous souhaitez retrouver les anciens épisodes que vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, que vous pouvez retrouver sur PodCloud également, et que vous retrouverez également la semaine prochaine, comme chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine. Au revoir.